Voici 4 articles de Pierre Thiesset parus dans le magazine La Décroissance de mai 2020, à la page Lecture. Ce sont donc 4 propositions de livres qui viennent de paraître. Premier article, Meilleur des mondes. La mère porteuse et son mari conviennent qu'ils ne formeront ni ne tenteront de former une relation parent-enfant avec tout enfant que la mère porteuse pourrait porter. Ceci est l'extrait d'un contrat passé en Californie entre des parents d'intention et une femme dont ils achètent les services procréatifs pour satisfaire leur désir d'enfant. La grossesse pour autrui, GPA, tant promue par les médias et divers groupes de pression, est une atteinte inouïe à la liberté, l'égalité et la dignité humaine. C'est ce que dénonce avec force le livre collectif pour le respect des femmes et des enfants, abolir la maternité de substitution. Les féministes qui l'ont écrit s'insurgent contre ce nouvel esclavage, cette traite d'êtres humains. Dans ce marché mondialisé, des cliniques et assureurs, avocats, juristes prospèrent en exploitant les utérus de femmes pauvres. La mère porteuse est instrumentalisée, réduite à un vulgaire incubateur, un ventre à vendre aux riches. L'enfant maltraité devient quant à lui un objet que l'on achète, une marchandise que l'on s'approprie par contrat. Enfin, l'eugénisme qui est systématiquement occulté traverse l'ensemble des étapes de la maternité de substitution. Sélection du matériel génétique, sélection des femmes, sélection embryonnaire, réduction embryonnaire, avortement sélectif, sélection du sexe de l'enfant. Comme l'écrit Anna Louana Stoissea d'Eram. Pour le respect des femmes et des enfants, les autrices revendiquent donc l'abolition universelle de la maternité de substitution, ce produit du néolibéralisme et du néocolonialisme. Une prise de position bienvenue à l'heure où les marches des fiertés, bien peu soucieuses de l'intégrité humaine, défilent sous le slogan « GPA, nos corps, nos choix ». Petite note, un autre extrait de contrat. Le droit des futurs parents de demander une interruption de grossesse est absolu et ne nécessite aucune explication ou justification auprès de la mère porteuse, y compris, mais sans illimité, si une anomalie ou un défaut génétique a été déterminé. Note numéro 2. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Disait un fameux milliardaire socialiste, ancien propriétaire du Monde, feu Pierre Berger. Note numéro 3. Un bémol tout de même, ce livre ne rejette pas dans son ensemble le marché de la reproduction artificielle et l'eugénisme qui l'engendre. La parole est ainsi donnée au spécialiste de la fécondation in vitro René Friedman, qui appelle à promouvoir le développement de la PMA et réclame une PMA avec des résultats plus efficaces. Comme si la procréation n'était qu'une simple opération technique soumise aux mêmes critères d'efficacité que la production industrielle. Anna Louana Stoissea d'Eram, Marie-Joseph de Villers et Catherine Morin Le Sec, pour le respect des femmes et des enfants, abolir la maternité de substitution. Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, 2020, 133 pages, 12 €. Ce livre auto-édité peut être commandé sur le site thebookedition.com. Deuxième article. Ivan Illich. Le petit livre H2O, les eaux de l'oubli, est issu d'une conférence qu'Ivan Illich a donnée en 1984 à Dallas, à l'occasion d'un projet de création d'un lac en pleine ville. Ce texte, que l'on peut également trouver dans le tome 2 de ses œuvres complètes chez Fayard en 2005, vient d'être republié aux éditions Terre urbaine. Illich y développe une analyse historique touffue. Il évoque les représentations culturelles liées à l'eau depuis la mythologie antique, retrace l'évolution de notre rapport à la propreté, à l'hygiène, aux odeurs et aux déjections, tout en racontant la transformation des villes et des foyers. L'eau dont je parle, c'est l'eau nécessaire au rêve d'une ville habitable, écrit-il. Or, nous n'habitons plus, nous ne sommes que logés. Les gens sont contraints d'acheter un espace coûteux dans lequel ils ne peuvent faire leur demeure. Les architectes transforment les lieux de vie en garages où l'on range les humains. Les résidents ne répondent plus à leurs besoins, mais dépendent pour leur subsistance des services fournis par de grandes organisations. Ainsi en est-il de l'eau, acheminée sur de longues distances, évacuée et traitée dans des systèmes techniques de plus en plus complexes. Pour Ivan Illich, le XXe siècle a métamorphosé l'eau en un fluide. Elle n'est plus perçue comme l'élément vital qui irradie la pureté, mais comme la seule H2O, une matière créée par la société industrielle,
une ressource rare qui demande une gestion technique, un fluide qui a perdu la capacité de refléter l'eau des rêves. Et voici comment, à partir de ce qui devait être une simple intervention sur la construction d'un plan d'eau dans une métropole texane, Illich plonge dans un tourbillon de méditation. Ivan Illich, H2O, Les eaux de l'oubli, Terre urbaine 2020, 155 pages, 14,50 €. Troisième article. Biorégion. Beaucoup de penseurs qui nous inspirent, Illich, Léopold Kohr, Schumacher, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Murray Bookchin, Aldous Huxley, Lewis Mumford, etc., insistaient sur la nécessité de déconcentrer, de revenir à des formes de vie et de société beaucoup plus locales. L'art d'habiter la terre, de Kirkpatrick Sale, s'inscrit dans cette perspective. L'auteur, dont un seul ouvrage avait été jusqu'ici traduit en français, La révolte ludite, chez L'Échappée en 2006, a écrit ce livre en 1985 dans l'idée d'offrir un guide enthousiasmant au mouvement biorégional américain. Le biorégionalisme qu'il défend, c'est la dispersion de la population en communautés à échelle humaine, fédérées, composant avec leur environnement immédiat pour répondre à leurs besoins tout en respectant les limites écologiques. Le mode de production serait avant tout paysan et artisanal. Un équilibre serait trouvé entre ville et campagne. Les citoyens s'organiseraient dans des formes de démocratie directe. Pour lui, c'est la seule issue pour éviter l'imminente apocalypse écologique. Volontiers utopiste, Sale appelle à fragmenter les États-nations, à vider les grandes métropoles contemporaines, à abandonner la vision du monde industrialo-scientifique pour adopter une sensibilité biocentrée. Mais il ne nous dit pas comment son biorégionalisme rêvé pourrait s'instaurer concrètement dans des sociétés dépendantes de systèmes techniques démesurés et de flux mondialisés. Le nucléaire, pour n'évoquer que ce léger détail, allons-nous le gérer en Assemblée générale d'éco-citoyens? Kirkpatrick Sale, L'art d'habiter la terre, la vision biorégionale, Wild Project, 2020, 272 pages, 22 €. Quatrième article, quatrième lecture. L'Esbéton. La friche Saint-Sauveur occupe une surface de 23 hectares au cœur de l'île. La métropole européenne y voit une opportunité exceptionnelle pour compléter le tissu urbain lillois. Petite note, Saint-Sauveur, lillemétropole.fr, consultez le 12 avril 2020. Avec de nouvelles rues, de nouvelles automobiles en circulation, un trafic supplémentaire de 8600 voitures est prévu, de nouveaux logements, commerces, bureaux et équipements publics comme une piscine olympique. Celle-ci comportera une toiture végétalisée, précise la mairie BTP, qui assure que son projet de bétonnage fera naître un quartier durable et bas carbone à la consommation d'énergie optimisée. Petite note sur la mairie BTP, le projet Saint-Sauveur, lille.fr, consultez le 12 avril 2020. Mais les opposants ne se laissent pas berner par la communication des aménageurs. Ils investissent les lieux, plantent des arbres, bloquent ce chantier et mènent l'enquête. Concentration urbaine, densification, métropolisation, ce genre d'aménagement du territoire résulte de choix politiques et économiques, ceux de la société industrielle, écrivent-ils dans leur livre « La société vivante, faites la friche ». Les auteurs montrent en quoi le modèle de métropole attractive qui concentre la population et les activités est un désastre écologique, et que ce ne sont pas les écobrumisateurs que Martine Aubry a promis pendant les vagues de chaleur qui y changeront quelque chose, et en quoi il fait étouffer les habitants au sens propre, les effets sanitaires de la pollution de l'air ou du stress urbain ne sont plus à démontrer, comme au sens figuré. Que reste-t-il de la nature et de la liberté dans un milieu aussi artificialisé? Eux, les membres du parc, pour protection, aménagement, réappropriation collective, ne veulent pas d'une ville machine. Sur la friche Saint-Sauveur, ils imaginent des activités agricoles, artisanales et culturelles. Pas de voitures, d'immeubles et de particules fines, mais des usages décidés par les habitants, non les technocrates. Bien sûr, ce livre intéressera en premier lieu les Lillois, mais son propos est universel, puisque le cauchemar métropolitain frappe le monde entier.
PARC Saint-Sauveur, La Société vivante fête la friche. Les éditions de Renard 2020, 77 pages, 6 €. Bonne lecture.